Henri, je vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Bon. Alors, écoutez, moi, je suis un praticien, non pas un scientifique, mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis intéressé au parfum de rose il y a un peu plus de 30 ans et que d'un point de vue pratique, d'un point de vue, j'ai dit, hédonique, pour mon plaisir, et que se rire avec l'aide notamment de plusieurs nez et spécialement de Monique Schlinger qui était un nez extraordinaire et quelqu'un de très pédagogue, eh bien recoupe les noms scientifiques qui viennent de vous être présentés. Alors d'abord, je me suis intéressé au parfum des roses parce que il y a 30 ans, les seules choses que l'on demandait à une rose, elle était parfumée ou pas parfumée, et le parfum était bon ou il était mauvais. Et ça s'arrêtait à ces quatre adjectifs, ce qui me semblait un petit peu court par rapport à l'extraordinaire diversité ce que j'appelle moi les paysages olfactifs que découvrait dans les roses que nous créions à cette époque. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus et Monique Schlinger d'abord m'a appris ce qu'était un parfum. Alors un parfum, c'est un assemblage de notes olfactives d'origine évidemment naturelle, telles lavande, citronnelle, pêche, lilas, cèdre, jasmin, etc., etc., qui sont assemblés pour former un parfum. Et ce parfum, on peut le structurer. Il a une structure. Il a une structure notamment parce qu'il y a des groupes de notes olfactives qui sont plus volatiles que d'autres. Alors, c'est celles qui sont les plus légères et qui arrivent, que vous percevez les premières lorsque vous sentez une rose. C'est ce qu'on appelle la tête du parfum. Alors, si on peut me passer olfactif d'une rose, voilà, voilà, eh bien, c'est parfait. Donc, dans ce parfum, dans un parfum, hein, vous avez généralement ce qu'on appelle la tête, c'est-à-dire les notes olfactives les plus volatiles. Il y a deux familles qui sont celles des agrumes, hein, citron, mandarine, bergamote, etc. Et aussi les aromates, anis, lavande, citronnelle. C'est la tête du parfum, c'est l'esprit du parfum, c'est ce qui arrive le premier à vos cellules olfactives. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle le cœur du parfum, c'est la personnalité du parfum. C'est quelque chose d'un peu plus complexe puisque vous avez là quatre familles, les notes fleuries, rose, jasmin, lilas, toutes les fleurs, les notes vertes, gazon, lierre, feuilles, etc. Les notes fruitées, framboise, poire, pêche, pomme, banane, etc. Les notes épicées, girofle, muscade, cannelle, et j'en passe. Et enfin, vous avez le fond du parfum, c'est ce qu'on appelle le sillage du parfum. C'est ce qu'il reste lorsque toutes les notes de tête et de cœur ont disparu. C'est ce qu'il y a de plus lourd et c'est le sillage du parfum. Alors, avec deux familles, boisé, cèdre, patchouli, mousse, tilleul, et les balsamiques, vanille, héliotrope, fève. Alors, balsamique, c'est un petit peu le sac fourre-tout de cette description. Alors, voilà, si vous voulez, la composition théorique hein, d'un parfum, quel qu'il soit du reste, mais de rose en particulier. Alors là, finalement, chaque variété de rose va choisir, hein, lors de l'hybridation, les enfants vont choisir parmi le père et la mère eh bien, les notes qui vont constituer son propre parfum. Et on va pouvoir voir que certaines variétés ont que des notes de tête,
certaines des notes de cœur, certaines des notes de tête, de cœur, de fond, etc. Donc, chaque rose va avoir son paysage olfactif particulier. Et ce qui nous a permis d'avancer avec cette pyramide olfactive, c'est que l'adaptant à chaque variété, vous allez le voir par la suite, on peut donner une image, un paysage olfactif pour chaque rose. Et cela vous permet, si vous voulez, de mieux connaître, d'identifier le parfum de la rose. Alors, avant d'aller un peu plus loin et de décrire le parfum de quelques roses que j'ai à côté de moi, il faut savoir que pour bien sentir une rose, il y a lieu de faire un certain nombre de choses. Alors, premièrement, je vais vous le montrer avec… voilà, alors on repasse, voilà. Premièrement, sentir, c'est quelque chose qui demande de la concentration, qui demande du calme, qui demande de ne pas être dans un courant d'air, ni d'avoir d'autres odeurs telles que tabac ou autres à côté. Et sentir une rose, c'est prendre un nez. Alors, comme le font les nez lorsqu'ils sentent leur création. Alors, on approche la rose de son nez, on prend une inspiration de 1, 2, 3 secondes, pas plus. Et là, vous essayez de reconnaître d'abord eh bien, les notes qui, en principe, arrivent le premier à votre nez, c'est-à-dire les notes de tête, d'agrumes et d'aromates. Alors, il y en a ou il n'y en a pas, mais de commencer en sachant que vous cherchez agrumes et aromates va vous permettre de vous focaliser sur cette recherche et de ne pas être débordé par toutes les autres notes olfactives. Alors, vous avez vu que prendre un premier nez, c'est quelques secondes. Alors, pourquoi quelques secondes? Parce que nos cellules olfactives sont très délicates, très nombreuses, très sensibles. Et si vous insistez et que vous restez plus de quelques secondes avec votre nez sur une rose, eh bien, vous allez en quelque sorte anesthésier ces cellules olfactives. Elles ne seront plus capables de travailler. Donc, il faut les laisser prendre et après de cela, vous faites travailler votre bibliothèque olfactive, c'est-à-dire que vous essayez de rechercher les notes que vous avez découvertes dans cette rose. Alors, on prend un deuxième nez pour, s'il n'y a pas d'agrumes et d'aromates, essayer d'aller chercher des notes fleuries, vertes, fruitées ou épicées, un troisième nez, etc., etc. Et donc, c'est de manière comme ça successive que l'on arrive à finalement découvrir les notes essentielles qui composent une rose. Alors, il a été dit des choses, il vous a été donné des informations scientifiques, mais qui recoupent parfaitement les observations, les expérimentations que j'ai fait dans nos roseraies. On a parlé de l'expression. Alors, eh bien, on s'aperçoit, si vous voulez, qu'une rose, une variété de rose, si vous venez plusieurs fois dans la journée, eh bien, vous n'aurez pas le même résultat. Peut-être le matin, vous aurez, les agrumes vont un peu se préciser, se détacher. Et puis, à un autre moment, ça sera peut-être les notes fleuries ou boisées ou autres. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'abord, pour nous, les créateurs de variétés, ça veut dire qu'on ne peut pas, en une seule fois, apprécier un parfum, mais il faut revenir à plusieurs heures de la journée. Alors, pour relier ça à une observation scientifique, eh bien, on sait que
avec les fameux headspace à la chromatographie en phase gazeuse qui vous a été démontrée, c'est-à-dire qu'on essaie d'analyser tout ce qui sort de parfum d'une rose pendant une journée. Eh bien, on s'aperçoit qu'il faut effectivement 24 heures pour connaître la totalité des notes qui sont exprimées par une rose. Donc, à un moment donné, certaines notes vont s'exprimer beaucoup plus que d'autres ou pas du tout. Alors, cette expression, il a été dit, mais je peux encore un peu préciser, c'est que le parfum d'une rose est à son maximum lorsque nous avons des températures entre 18 et 22 degrés, lorsqu'il y a une certaine humidité, un air sec ne véhicule pas les molécules olfactives, évidemment pas d'autres odeurs parasites. Voilà, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux… Oui, alors, il y a aussi certainement quelque chose qui est encore un petit peu inconnu, c'est on imagine que les roses, comme nous, ont une horloge interne. Hein, vous savez que nous vivons, nous, sur un cercle circadien de 24 heures et qu'il y a des moments où on mange, d'autres où on dort, d'autres, etc., etc., etc. Bien, on peut imaginer que les roses ont un certain rythme d'expression et qui a des conséquences justement sur l'expression de son parfum et de ses notes olfactives. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évidemment prouvé, mais on peut l'imaginer. Autre indice, sentir une rose, eh bien, généralement, ce sont les roses demi-ouvertes qui expriment le plus de parfum. Ce n'est pas le bouton, ce n'est pas la fleur complètement ouverte. Il faut choisir, si on peut, une rose demi-ouverte. Voilà. Qu'est-ce que… Ben écoutez, c'est à peu près tout en généralité. Maintenant, on peut passer au paysage olfactif de différentes roses. Alors, si on peut me donner les images de Rose de Molimar. Voilà. Alors, Rose de Molinard, la voici. Alors, Molinard, c'est un parfumeur, donc vous comprendrez pourquoi ce nom a été choisi. C'est une superbe rose qui a un très grand nombre de pétales, donc une surface d'expression du parfum qui est très, très, très importante. Et c'est une variété qui, au premier nez, vous donne des notes d'agrumes, de pamplemousse. Lorsqu'on y revient, vous avez toute une série de notes fleuries, notamment rose, iris, violette et peut-être encore autre chose. Et si on insiste, on va trouver aussi des notes de tilleul. Alors, vous pourrez essayer de refaire cet exercice. Le résultat, évidemment, dépend de la rose, mais il tient aussi beaucoup de ce que j'appelle moi votre bibliothèque olfactive. Et c'est pour ça qu'il est intéressant pour les enfants de s'exercer et de mémoriser un certain nombre de notes très simples, que ce soit le pamplemousse, l'iris, la violette, le tilleul, etc. Et plus on a de mémoire de ces notes simples, plus on pourra découvrir le paysage olfactif d'une rose. Et non. Alors, deuxième… Pour la piscine, théoriquement, il doit passer.
deuxième rose, Sophie Rocha. Alors, la voici. Quelle heure tu... Alors, Sophie Rocha. 2 heures, à quelle heure c'est la séance? Alors là aussi, elle a des notes d'agrumes, citron et pamplemousse, et très, très, très distinctes. Et puis après, on trouve des notes de rose et de lilas. Alors, c'est une rose qui a un parfum puissant, mais pas très complexe, uniquement fleurs et agrumes. Alors, on peut continuer avec Naïma. Alors, Naïma, c'est une de mes favorites. Elle porte le nom d'un parfum de Guerlain, et nous avons été autorisés à utiliser le nom de ce parfum parce que c'est une rose qui a, vous verrez, un cœur fleuri très, très, très rose. Et dans les parfums de Guerlain, c'est Jean-Paul Guerlain qui me l'a dit et qui m'a donné l'autorisation d'utiliser ce nom. Naïma est le seul parfum de Guerlain dans lequel on peut trouver la note rose. Voilà. Alors, le premier nez est un nez d'aromates, de citronnelle, qui est assez perceptible. Le deuxième nez est, comme je vous l'ai dit, alors là, très fortement rose. Et quand on revient, mais plusieurs fois et à chaque fois simplement 1 à 2 secondes, on peut trouver des notes de pêche, d'abricot et de poire. Voilà, écoutez, tout ça est donc relativement simple. Vous voyez que ça rejoint de manière assez pragmatique, opérationnelle, et j'espère avec plaisir, les informations qui vous ont été données par les 2 intervenants précédents. C'est un domaine fabuleux qui n'a pas de frontières. Tous les jours, nous trouvons dans des créations nouvelles des paysages olfactifs nouveaux, car il y a un certain nombre de notes qui sont très fortes, très connues, mais je pense que, et c'est après avoir discuté avec des parfumeurs, qu'il y a dans un parfum des molécules qui sont à très, très, très faible dose, mais qui finalement donnent la vraie personnalité du parfum. Et c'est du reste la raison pour laquelle un certain nombre de parfumeurs viennent de temps en temps chercher dans nos variétés nouvelles, avec ces fameux headspace et la chromatographie en phase gazeuse. Ils viennent essayer de déceler, non pas le géraniol ou d'autres choses bien connues, mais essayer de trouver de nouvelles molécules qui sont à des doses infinitésimales, mais qui, semble-t-il, sont capables de structurer la véritable finesse, la véritable personnalité d'un parfum. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je n'entends pas. Merci beaucoup, Oui. Henri, merci. On croyait les sentir avec vous, ces roses. En plus, elles sont tellement belles que ça fait vraiment très plaisir de les voir. Écoutez, Alors, j'en ai une dernière. J'en ai une allez-y. dernière. Et alors, je vais vous la présenter. C'est Chartreuse de Parme. Hein, voilà. C'est une rose assez fabuleuse. Vous savez, bon, je suis plutôt un hédoniste des fleurs qu'un praticien
J'ai classifié, moi, les roses, non pas en polyantha, floribonda, grimpant, tout ce que vous voulez, mais en famille d'émotions. Et cette rose, je l'ai classifiée, j'ai créé une classe pour elle qui s'appelle Souvenir d'amour, comme j'ai créé une classe de rose de peintre. Et cette rose chartreuse de Parme a une complexité de parfum absolument phénoménale. Elle a 5 ou 6 familles de notes. Et c'est là-dessus que je terminerai ma dégustation de parfum. Merci, on va vous poser des questions alors. Alors, on vous pose une question sur la pyramide olfactive. Peut-on considérer qu'il y a un sillage dans le parfum des roses? Cela s'applique au parfum en flacon qui évolue avec le temps après application. Le sillage, on peut l'apprécier après un certain temps, une fois que les notes précédentes ont évaporé. Chez la rose, les composants sont émis en continu. Il n'y a pas une telle évolution progressive permettant de distinguer tête, cœur et fond. Point d'interrogation, c'est une question. Alors, bon, là, on rentre dans un domaine une réponse scientifique n'est certainement pas possible. Je sais que cette olfactive, tête, cœur, fond, tête, c'est l'esprit, c'est aussi une image pour, quand vous essayez d'analyser un parfum, de ne pas essayer de tout trouver en même temps, mais d'essayer de repérer déjà les notes les plus légères et qui sont agrumes et aromates. Donc, si vous voulez, c'est une méthode d'analyse. On dit qu'elles sont volatiles, donc normalement, elles arrivent les premières. Et le sillage, eh bien, le sillage, ce sont les notes les plus lourdes, c'est celles qu'il faut aller rechercher. Voilà. Mais cette pyramide, si vous voulez, tête, cœur, fond, c'est une manière de simplifier la recherche des notes qui peuvent composer le parfum d'une rose. Alors, on vous demande maintenant si le nombre de pétales plus nombreux et plus denses entraîne une odeur plus intense. Est-ce que c'est corrélé? Alors, il devrait y avoir une corrélation, puisqu'on vous l'a expliqué, c'est la surface des pétales qui permet au parfum de s'évaporer et de venir à votre nez. Donc, plus il y a de pétales, plus il peut y avoir du parfum, mais on vous a aussi dit qu'il y a des notes qui ont une intensité olfactive, des molécules, pardon, qui ont une intensité olfactive très forte et d'autres qui ont une intensité olfactive quasi nulle. Donc, vous pouvez avoir des fleurs de roses avec très peu de pétales, mais qui et donc avoir un parfum relativement fort. Est-ce qu'il y a des modes pour le parfum des roses? Et si oui, quelle est la tendance actuelle? La demande pour les roses parfumées est-elle en hausse? Alors, je vais commencer par la fin. C'est évident que la demande pour les roses parfumées est en hausse. C'est même, écoutez, regardez, quelqu'un découvre une rose, la première chose, premier geste qu'il fait, c'est de le porter à son nez. Donc, on assimile parfum et rose, c'est quelque chose qui va ensemble. Et à ce titre, il a été dit que dans les roses de serre, elles étaient beaucoup moins parfumées. Celles que vous pouvez acheter chez le fleuriste, et ça c'est vrai, pour des raisons physiologiques et aussi de sélection. Pour qu'une rose dure très longtemps, il faut que ses pétales restent en vase
très longtemps, il faut que ces pétales soient relativement durs et vraisemblablement, la dureté des pétales fait que même s'il y a un parfum, il est plus difficile à traverser les cellules, etc. Encore qu'on peut discuter de tout ça. Mais même rose que vous cherchez sur les fleuristes, la demande, et notre travail d'hybrideur est totalement axé sur des roses qui ont à la fois une longue durée en vase et avec du parfum, et nous commençons à avoir maintenant des résultats relativement intéressants. Alors, au niveau des modes, écoutez, c'est difficile d'en parler. Je pense qu'il y a une telle diversité de parfums de roses. Je peux vous assurer même que si vous faites ce que j'appelle une dégustation de parfums de rose à l'aveugle, sans avoir une vision de la fleur, eh bien, de temps en temps, vous reconnaîtrez, vous penserez à une pivoine, vous penserez à d'autres fleurs, mais vous ne penserez pas à une rose. Donc, cette diversité est telle qu'actuelle, on n'a pas d'études marketing pour dire qu'il y a des modes au niveau du parfum de rose. Alors justement, vous avez parlé de la création variétale de roses à fleurs coupées et avec du parfum. Et vous avez une question qui vous demande, lors de la création variétale, savons-nous ce que le croisement va engendrer au niveau du parfum? Ça, c'est la question Alors, à 1 000 €. eh bien, c'est vrai que, enfin, on vous a déjà donné des pistes scientifiques. Hein. Si un certain nombre de gènes ne sont pas dans les parents, eh bien, l'expression olfactive sera nulle ou très faible. Donc, la corrélation, si vous voulez, pour l'hybrideur, c'est que déjà parfumé, donc on sait que les gènes sont là et on fait de l'hybridation, on les marie et on progresse. On progresse. Hein, vous savez, c'est quand les enfants sont encore plus parfumés que les parents, bien, on reprend les enfants, pardon, et on les recroise. Et comme ça, on arrive à petit des traits, des caractéristiques qui s'expriment de manière un peu plus intense. Je vais vous poser une question, Henri. Est-ce que le fait d'avoir décrypté le génome de la rose vous aide dans la sélection? Alors oui, bien sûr, mais j'étais un des premiers à penser que ça allait être l'outil miracle. C'est un outil qui deviendra miraculeux, qui ne deviendra jamais miraculeux, mais qui nous aidera quand on pourra associer les différents gènes à leurs expressions. Et donc, en train de faire un travail de bénédictin pour essayer d'associer une expression. On a un programme phénogéno chez nous qui avance et qui va faire on connaîtra mieux les gènes ou les séquences de gènes ou les associations de gènes qui permettent d'exprimer une caractéristique de résistance, de couleur, de parfum, de type de végétation, etc. C'est très long, c'est très compliqué. Avant, nous avions le nez de l'hybrideur, l'intuition. Vous savez, quand vous avez 40 ans d'hybridation, vous doutez un tout petit peu qu'en mariant tel et tel parent, vous avez de fortes chances d'obtenir telle et telle caractéristique. Mais ce n'est jamais du 100%. Merci. Encore une question à propos des variétés de roses
Est-ce que vous auriez des variétés de roses parfumées à conseiller et qui n'auraient qu'un seul rang de pétales? Alors là, vous me prenez de court. Alors, si vous voulez, toutes les roses sont parfumées, hein. Elles ont plus ou moins de parfum, mais elles ont toutes un parfum. Et sachez aussi que si le matin elles ne sentent pas, revenez un peu plus tard, revenez quand il fait un peu plus chaud, un peu moins chaud, vous sentirez ce parfum. Les roses qui n'ont peu de pétales, la plupart du temps, vous pouvez toujours sentir les étamines. Et les étamines dégagent beaucoup de notes, et notamment, on a parlé des notes de thé, hein. Donc, je n'ai pas là en tête une rose à vous donner, mais il y en a beaucoup. Et en tout cas, dans les roses simples, les étamines sont toujours là et distillent généralement des notes de thé. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Yannick, président de la section rose de la SNHF, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, juste un mot. Bien entendu, la recherche des roses parfumées, c'est bien un axe de travail, ça me paraît assez évident. Et je dirais que de la même façon, il y a aussi la résistance aux maladies, ça va de soi, hein. Et donc aujourd'hui, les deux grands critères de réussite des roses, elles sont sans doute là. Alors, bien sûr, je ne passe pas sous silence la beauté de la fleur, la façon dont elle évolue, etc., etc. Mais vraiment, je pense que les deux grands critères, c'est ça. Que c'est vrai que là aussi, il y a une recherche, je ne sais pas si Henri me confirmera, d'obtenteurs qui recherchent des roses qui soient à la fois qui puisse être rosier de jardin et en même temps fleur à couper. Celui qui trouve toutes ces réussites-là, tous ces critères-là, il peut avoir gagné pas mal. Voilà. Oui, alors je pensais à une chose tout à l'heure là qui est intéressante, enfin qui peut vous intéresser, c'est le terroir. Alors, le terroir évidemment, et on le sait de manière, nous observons notamment pour les roses de serre qui sont, vous le savez, maintenant la plupart du temps produites dans les régions de l'équateur, hein, que ce soit au Kenya, en Colombie, enfin dans tous ces pays-là. On s'aperçoit qu'il y a des différences, alors que, mettons même le sol, soit le même, puisque c'est en hydroponie, donc sur des sols artificiels, les conditions sont à peu près les mêmes. Il y a une chose qui fait varier énormément la qualité de la rose, c'est l'altitude. Et en Équateur, c'est le pays où nous avons les roses qui ont des boutons du double ou du triple des boutons que nous avons en Colombie et des tiges qui sont multipliées par 2. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2500 jusqu'à 3000 mètres d'altitude, nous avons des températures entre le jour et la nuit qui sont assez considérables. Et ce sont ces différences de température qui permettent la nuit à la plante de pousser beaucoup plus vite et beaucoup plus vigoureusement, et donc de donner ces fameuses roses que vous rencontrez chez vos fleuristes qui ont des tiges de 50 cm à 1 mètre et des boutons qui font presque des 10 cm de haut. Très bien, merci pour toutes ces explications. Yannick, tu veux dire encore quelque chose ou tu as posé ta question? Non, je pense que il y a sans doute encore beaucoup de choses à dire, mais bon, je pense que là,
sur les thématiques proposées aujourd'hui, c'était très bien. Voilà. Merci. Alors, je peux vous dire que l'une des auditrices nous remercie et elle est partie tester la pyramide olfactive dans son jardin. Et plusieurs auditeurs, bien sûr, vous remercient de ces exposés qu'ils ont trouvés très intéressants parce que c'était à la fois scientifique et pragmatique. Alors, la pyramide olfactive, dans mon livre Rose, mon carnet d'émotions, que j'ai écrit en 1994. Donc, vous voyez, il y a une trentaine d'années. Mais il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Ouais. Bien, écoutez, je vous remercie tous. Merci à tous. Nous pouvons conclure maintenant. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. À bientôt peut-être. Au revoir. À bientôt. Au revoir.